en tout cas 80% de la population qui va aller jusqu'à 18 ans, jusqu'à 18 ans, jusqu'au ce qu'on appelle le bac en France. Ça va être aussi marqué par la désyndicalisation et enfin par la recherche de nouveaux modèles productifs. C'est donc dans ce contexte que va apparaître la notion de compétence. Alors pour les entreprises et pour les grandes entreprises, il va s'agir de mettre en place des politiques orientées vers la flexibilité, flexibilité de l'emploi, flexibilité de l'organisation du travail et flexibilité dans la gestion du personnel. Et donc c'est dans ce contexte que va apparaître la notion de compétence qui va permettre de fixer de nouvelles modalités de sélection, de promotion et de rémunération. Alors, il va s'agir en France d'une transformation radicale. Alors que la qualification était fixée en France par les représentations des salariés et par les représentants des salariés et par les représentants des employeurs, la compétence, elle va se définir dans un face-à-face où le salarié va être seul face à sa hiérarchie. Donc ça, c'est déjà une transformation importante. La seconde, c'est qu'alors que la qualification, elle était mesurée par le diplôme qui est un titre acquis une fois pour toutes, la compétence, elle, est mesurée à partir de caractéristiques individuelles qui vont pouvoir être remises sans cesse à l'épreuve. Bref, dans ce système de la compétence, vous pouvez être déclaré compétent le lundi, mais incompétent le mardi. Et on voit bien là déjà comment le lien qui se dessine avec la recherche de flexibilité. Alors, pour démontrer, pour les entreprises, pour tenter de démontrer que cette entrée de la compétence est incontournable, est indispensable, elles vont développer un certain nombre d'arguments, dont un argument qui est central, qui va être de remettre en cause la qualité de l'éducation dispensée par l'école. Ça va être donc de dévaloriser les diplômes, en disant que finalement, les diplômes ne sont plus adaptés aux transformations du marché du travail, que la formation professionnelle ne permet plus d'accompagner les transformations en matière d'organisation du travail et de gestion du personnel, et du coup, de protéger des jeunes du chômage. Alors là, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Donc là, c'est une publicité, française des employeurs, du MEDEF. On voit sur la publicité un jeune étudiant, et derrière, pour ceux qui connaissent, ils peuvent peut-être reconnaître l'université de Jussieu. Vous avez écrit en gros dessus « Arrêtons le gâchis. Cet homme veut être jardinier, mais il n'obtient aucun entretien parce qu'il a seulement un diplôme de sociologie. Arrêtons le gâchis, donnons la chance aux compétences. » Voilà. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée des critiques qui vont être menées à partir de la fin des années 80 à l'école, de manière générale, à la formation professionnelle, à l'université. Alors, c'est pour répondre à ces critiques que l'éducation nationale va puiser dans les expériences qui avaient été menées dans les années 50 sur la formation professionnelle continue, pour tenter de mettre en relation deux sphères, pour essayer de mettre en relation, d'une part, l'éducation avec le travail. Alors, différentes réformes vont être mises en œuvre. On va avoir l'élévation du niveau d'éducation, le développement des stages en entreprise, qui deviennent progressivement obligatoires. On a la professionnalisation des études supérieures avec la création des licences et masters professionnels. Et on va avoir une forte valorisation des formations par apprentissage, dont je parlais tout à l'heure,
avec une idée sous-jacente qui est de dire finalement que seules des compétences qui peuvent être définies, transmises et évaluées en entreprise permettraient aujourd'hui d'occuper un emploi. Donc ça, c'est une idée très forte qui va se répandre. Voilà, c'est la deuxième. Après, j'arrêterai avec les publicités, mais celle-ci est intéressante. Donc ça, c'est les industries minières et métallurgiques qui font de l'apprentissage, une publicité pour l'apprentissage. En haut, en gras, vous avez l'apprentissage. Obtenez un bac avec mention emploi. Donc le bac, c'est un diplôme. Hein. Donc obtenez un diplôme avec une mention emploi. Et en dessous, vous avez un garçon qui parle à sa mère. Et sa mère, il dit à sa maman, « Maman, j'ai trouvé un emploi. » Et sa mère lui répond, « Mais passe ton bac d'abord. » Et lui, il dit, « Ben justement, l'apprentissage. » Donc cette idée, finalement, que l'apprentissage garantit un emploi. Reste que dans toutes ces réformes, ça va être ce qu'on appelle le modèle pédagogique des compétences qui va marquer un tournant majeur et qui va être une transformation très importante. Alors pourquoi ? Parce que ce modèle pédagogique des compétences qui va être développé à l'école va orchestrer le passage d'un enseignement qui était axé sur les savoirs à un enseignement axé sur les compétences. Alors il s'organise autour d'un outil qu'on appelle le référentiel et qui est chargé de définir les compétences attendues pour occuper un emploi et les conditions dont ces compétences doivent être évaluées pour obtenir le diplôme. Donc ce qui est important, c'est qu'en France, le modèle des compétences a une fonction de certification. Alors là, c'est juste un petit extrait, hein, je ne vais pas tout lire, mais juste un petit extrait de ces référentiels de compétences. Là, vous avez pour le commerce, pour la vente, et vous avez finalement à votre gauche les activités qui doivent être acquises, et en face de chaque activité, les compétences et les capacités qui y sont associées. Alors là, ce ne sont qu'un extrait. Pour vous donner juste une idée, le référentiel, le bac pro commerce, c'est 92 pages. Donc c'est vraiment un document extrêmement important. Donc ce modèle de la compétence se présente comme un nouveau mode de rationalisation des savoirs dans l'optique de mettre en relation étroite l'offre de formation et l'offre d'emploi, dans l'objectif d'inscrire l'éducation au cœur même des préoccupations de l'emploi. Alors ces référentiels de compétences ont été présentés comme un outil de pacification, comme un outil de communication entre l'école et les entreprises. Reste que si on examine de près les pratiques mises en œuvre par les entreprises et par l'école, on montre que ce consensus sur l'outil, l'outil étant le référentiel, ce consensus sur l'outil occulte un enjeu, celui de la place et du rôle accordé au diplôme. Et c'est ce que je vais, dans un deuxième temps, essayer de vous montrer à partir de la sélection opérée dans l'apprentissage. Donc je l'ai dit tout à l'heure, finalement, pour les grandes entreprises, en France, on aurait trop de diplômés. Donc comme on a trop de diplômés, ça ne suffit plus à départager et à hiérarchiser les candidats. Donc pour départager les apprentis, les grandes entreprises vont mettre en place différentes phases de sélection, des fois 2 ou 3. Une première sélection qui va s'opérer sur dossier, une seconde qui s'opère souvent sur test, et la troisième où le candidat passe un entretien auprès d'un jury d'entreprise. Il faut bien voir que la très forte valorisation de l'apprentissage dont j'ai parlé tout à l'heure fait qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises en France, la sélection
avoisine celle opérée dans les grandes écoles. Si vous regardez la première ligne en haut, qui recompose la sélection opérée par une grande entreprise publique productrice et distributrice d'énergie, que je ne citerai pas. Donc première ligne, on voit juste pour une partie de la région parisienne. 655 candidats. 223 vont être retenus après l'examen des dossiers. 117 vont être retenus après les tests. Et finalement, 26 vont être recrutés comme apprentis, soit une sélection de 4%. Ce qui est donc effectivement une sélection importante. Alors, ce qui est étonnant, ce qui a été étonnant pour moi, qui ai observé de nombreux recrutements, c'est que finalement, je m'attendais à ce que le diplôme n'ait plus aucune place dans la sélection, puisque ce diplôme était décrié. Et en fait, je me suis aperçue que ce diplôme restait déterminant. C'est-à-dire que pour ces grandes entreprises qui préparent des apprentis à des emplois d'ouvriers ou d'employés, ce qu'on appelle en France le CAP ou le BEP, c'est 2 ans après la scolarité obligatoire, et bien ces grandes entreprises, elles vont privilégier des candidats qui sont déjà titulaires d'un premier CAP ou d'un premier BEP. Finalement, plus qu'un savoir ouvrier ou employé, c'est un niveau d'éducation qui est recherché par les entreprises, savoir lire, savoir écrire ou compter. Et finalement, alors que le CAP et le BEP garantissaient un emploi qualifié, aujourd'hui, il permet uniquement d'entrer en formation. C'est-à-dire que ces diplômes qui sont constitutifs historiquement de la qualification ouvrière, aujourd'hui, ne permettent plus d'accéder à l'emploi, permettent juste de prétendre, de candidater à une formation. Donc on voit déjà là la dévalorisation des diplômes et des savoirs ouvriers. Alors reste que l'éducation nationale n'est pas sans responsabilité dans cette forte dépréciation des diplômes. Pourquoi ? Parce que dans l'optique de revaloriser ces diplômes, elle a rompu avec la logique scolaire, et l'école a choisi de séparer la formation professionnelle de ce qui faisait historiquement sa valeur, et ce qu'on appelait en France la formation méthodique et complète. Alors cette formation méthodique et complète, qui je crois est proche au Brésil de ce qu'on appelle formation intégrale, était dispensée par d'anciens ouvriers et visait à former les travailleurs, mais aussi l'homme et le citoyen. Or, ce qui s'est passé avec le modèle compétent, c'est qu'on a choisi de ne plus recruter d'anciens ouvriers, mais de recruter de jeunes enseignants sortis du concours et qui sont très éloignés du monde du travail. Et leur position, finalement, contribue à occulter les savoirs de métier, à expurger la culture ouvrière et la fierté qui y était associée. Ce qui montre aussi ce processus de dévalorisation des diplômes ouvriers, c'est aussi quand on observe la structure même des référentiels. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que qu'est-ce qui différencie les diplômes entre eux ? C'est pas la nature des compétences, c'est la quantité des compétences. Pour vous donner une idée, ce qui va séparer un petit diplôme d'un diplôme plus important, c'est le nombre de pages du référentiel, et pas tant la nature du savoir. Et alors finalement, c'est une opération d'empilement qui réduit la qualification et les savoirs à une seule dimension, qui est le temps, mesuré par le nombre d'années d'études. Et cette pratique d'empilement,
elle contribue à éloigner les compétences du travail réel tel qu'il est réalisé dans l'entreprise, et il contribue à renforcer d'une part la hiérarchie des diplômes, mais aussi la division sociale du travail, et surtout, ce qui est important, à cristalliser la division entre travail intellectuel et travail manuel. Alors, le choix d'inscrire l'éducation au cœur des préoccupations de l'emploi, j'ai essayé de le montrer, a contribué à dévaloriser les savoirs ouvriers et employés, qui sont aujourd'hui placés au bas de l'échelle des qualifications, qui sont détachés de la logique de métier. Mais je vais essayer de vous montrer qu'il y a un troisième mouvement qui va dévaloriser ces savoirs ouvriers et qui peut être observé à partir de l'examen de la troisième phase de sélection. Alors cette troisième phase de sélection, je vous le disais tout à l'heure, elle s'opère à partir d'un entretien du candidat auprès d'un jury d'entreprise. Comme les candidats postulent pour une formation, ils n'auraient pas acquis encore de compétences professionnelles. Donc les entreprises disent, comme ils n'ont pas de compétences professionnelles, on va évaluer leur savoir-être. C'est donc le savoir-être qui va être évalué lors de cette troisième étape. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe pour les candidats qui se présentent pour une formation d'ouvrier ou d'employé, on s'aperçoit que ce que vont privilégier les entreprises, c'est les expériences de précarité. Ce que ne savent pas les jeunes d'ailleurs, ils ont tendance à cacher ça sur le CV, alors que c'est ça qui est valorisé par les entreprises. Pourquoi ? Parce que plus un jeune a été exposé à la précarité, plus on se dit il va accepter la flexibilité, plus on se dit il va accepter des conditions d'emploi difficiles. Donc cette expérience de précarité est fortement valorisée et va permettre aux recruteurs d'apprécier le rapport des candidats à un système de moralité, la ponctualité, la probité, mais aussi à un ordre social établi. On va évaluer la façon, par exemple, dont ils tiennent la place vis-à-vis de leur hiérarchie. Mais il va s'agir également dans cet entretien de regarder le comportement du candidat, son rapport au corps et son rapport à autrui. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les emplois de service. Ce que vont rechercher les recruteurs, ce sont ce qu'on appelle ces fameuses savoir-être ou ces compétences relationnelles qui, en France, bien qu'elles soient reconnues transférables à tous les emplois, ne sont pas reconnues dans les grilles de rémunération. Alors, ce sont souvent, ces savoir-être dans les métiers de service sont considérés comme des qualités féminines, très fortement naturalisées et qui relèvent de l'inné. Donc là, je vous cite juste un tout petit extrait du directeur de la gestion des ressources humaines de cette grande entreprise nationale qui me raconte comment ils vont recruter et qui me dit « On est plus exigeant pour le recrutement d'un technicien car l'on recherche des qualités intellectuelles et théoriques. Pour les services, nous nous appuyons uniquement sur le savoir-être des candidats. Je ne pense pas qu'une formation permette d'appréhender le contact. On peut s'améliorer, mais ce sont avant tout des facilités naturelles, ça relève de l'inné. » Donc, on voit bien, et on voit le lien, si ce n'est pas reconnu dans les grilles de rémunération, c'est aussi parce qu'il n'y a pas besoin de formation, parce que ça relève de l'inné. Alors finalement, ce qu'on peut dire, c'est que pour hiérarchiser les candidats, les entreprises produisent de nouveaux outils qui sont tous légitimés par la science et la technique. Ils sont tous présentés comme assurant l'équité et la neutralité sociale. Or, cet appel aux compétences et au savoir-être, j'ai essayé de vous le montrer, est une véritable opération de naturalisation du social. Donc, naturalisation du social, c'est-à-dire
transformation des inégalités sociales en inégalités naturelles, puisqu'en sélectionnant sur des qualités individuelles, sur des dispositions, un habitus, nous dirait Pierre Bourdieu, les entreprises favorisent les candidats qui, de par leur formation, qui, de par leur origine sociale, savent non seulement moduler leur comportement, moduler leur apparence et s'adapter aux questions des recruteurs. Ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui, et c'est inédit en France parce que c'est la première fois, les apprentis sont aujourd'hui essentiellement des hommes blancs issus des milieux plus favorisés que les lycées professionnels. C'est un renversement inédit en France. Si les apprentis finalement trouvent plus facilement un emploi, parce que vous voyez dans la publicité tout à l'heure, on nous disait faites de l'apprentissage pour trouver un emploi, c'est pas tant que la qualité de l'éducation dispensée est meilleure, c'est que la main-d'œuvre a été présélectionnée en amont. Mais là encore, l'administration de l'éducation nationale a ses responsabilités. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas voulu intégrer le savoir-être dans les référentiels de compétences, en disant c'est trop subjectif le savoir-être. Mais au lieu de s'attaquer frontalement à cette notion, elle a donné la notion aux entreprises, en disant c'est vous qui allez le transmettre, c'est vous qui allez l'évaluer. Et donc, elle leur a donné l'occasion de l'adapter à leurs propres exigences. Alors, pour conclure, 2 mots, je dirais que donc la codification de la formation et de son évaluation en compétences contribue non seulement à entretenir la confusion entre comportement et connaissance, mais plus largement l'officialise. Le savoir-être devient en France une composante de la connaissance à côté des savoirs et des savoir-être. La dévalorisation des connaissances professionnelles au profit d'une sélection sur les manières d'être permet entre autres choses de disputer à l'éducation nationale la valeur de ces diplômes. Pourquoi ? Parce que les entreprises ne pouvaient pas le faire sur les savoirs formalisés, qui sont la propriété de l'école. Par contre, elles pouvaient le faire en introduisant l'introduction de ce savoir-être, qui participe dès lors à une remise en cause du diplôme dans la production des hiérarchies scolaires et professionnelles. C'est-à-dire que tout en prenant en compte les diplômes dans la définition des emplois et des qualifications, les entreprises les réduisent à ne plus être qu'un critère au poids relatif, voire juste un simple droit d'accès à la formation. La codification de la formation en compétences, qui rompt avec les normes établies en France depuis de longues dates, participe à une perte d'identité de la formation professionnelle et pose les fondements d'une nouvelle relation en matière de formation professionnelle, d'emploi et de qualification. Merci. Bom, foi importante a contribuição da professora. A experiência de formação profissional na França, para nós no Brasil, no governo mais recente, desde a época do Lula e no movimento sindical, ela sempre foi importante. E todo esse processo de reestruturação produtiva e tirar lições de onde hoje chegaram os franceses no seu trabalho de educação profissional e tecnológica. Uma situação triste, a gente constata em relação ao que foi em outros períodos em que a França tinha um movimento sindical muito potente. Aqui no Brasil, em termos da CUT e mesmo de políticas públicas nessa área, foi, digamos assim, algo muito importante para nós. Então é sempre fundamental nós conhecermos o que outros países estão fazendo dentro da nossa área, né, para tirarmos lições. Vamos passar a palavra ao professor do Uruguai, Fernando Rodal.
Boa tarde. É a única palavra que vai falar no português. Primero que nada, agradecer a nombre de la Confederación de Educadores Americanos, organización que nuclea a los trabajadores de la educación del continente, junto a otras, no somos los únicos. Por tanto, nosotros que trabajamos por la unidad de los trabajadores, lo hacemos en un marco también de una mirada unitaria sobre la sociedad y sobre la problemática, en este caso en particular, de la educación técnico-profesional. Aquí en el Brasil tenemos el agrado de contar siempre en nuestra lucha decidida con los compañeros de la CNTE, con los compañeros de Andes, de SINACEFE, de FASUBRA, de la CONTEE, para que ustedes sepan que nuestra mirada no es sectorial, ni con una central, ni con una sola tendencia, porque nosotros creemos en la verdadera pluralidad y en la integración solidaria de las ideas. Dicho esto, para aclarar que mi mirada va a ser una mirada